Les Meneurs, saison 2, épisode 4. Aujourd'hui, on reçoit un ancien capitaine des Huskies de Rouyn-Noranda, Francis Perron. The idea is a very simple one. And, the Mamba mentality simply means trying to be the best version of yourself. That's what the mentality means. It means every day, you're trying to become better. And it's a constant quest. It's an infinite quest. Yeah. Let's go. You just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah. I just gotta go hard. I just gotta go hard. To my family, my wife Vanessa, our daughters Natalia and Gianna, thank you guys for all your sacrifice. For all the hours I spent in the gym working and training. And Vanessa, you holding down the family the way that you have. I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So from the bottom of my heart, thank you. And what can I say? Mamba out. Les Meneurs! Épisode 4. Comment ça va, mon beau Jean-François? Épisode 4 de la saison 2, puis pour répondre à ta question, ça va très bien. Mon café matinal, le Kev. Est-ce que c'est rare qu'on enregistre le matin? Oui, parce qu'il y a un contexte particulier, mais là, tu vas pas le garrocher par la fenêtre, là, le matin, on s'entend? Le café, tu parles? Oui, le café. Puis pourquoi je dis ça, tu penses? Hey, ça, c'est une aventure assez incroyable. Tu sais, tous les matins ou presque, je passe au McDo ou au Tim Hortons m'acheter un café. Puis un matin, il y a quoi, peut-être 3 semaines, un mois. Ouais. Je passe au McDo ce matin-là, puis c'est ma chum Lynn qui est au service à l'auto, puis c'est super sharp, beau sourire. Ramasse mon café X-Large, je pars avec ça. Puis là, je le buvais. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui rentre dans ma bouche en provenance du café. Et je dis, câlisse, qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est un bon chunk, là, tu sais, un bon chunk. Là, je finis par crache dans ma main. Je regarde, c'est un bout de bacon. Bout de cochon dans le café! Hey! Là, j'étais tellement insulté, fait que je garoche, j'ouvre ma fenêtre, garoche le morceau de bacon dehors, pogne le café, crisse ça dehors aussi. Hey, j'étais insulté. J'ai été 2-3 semaines à parler au McDo. Puis au lieu d'aller le faire changer, le gars, en plein centre-ville, t'étais-tu à Rouen? J'étais à Lassar, en plein centre-ville à Lassar. Ben, fini le café, mais là, on fera pas ça le matin parce qu'après ça, on va faire ramasser. Bref, pourquoi on tape un matin, Jeff? Pourquoi on tape le matin? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous a pris? Il y a un événement très spécial, Kev, c'est qu'on a enregistré l'entrevue avec le capitaine Francis Perron plus tôt cette semaine. Et nos segments, on les a fait à part parce que Francis pouvait une telle journée. Fait qu'on s'est dit, on va juste faire l'entrevue, puis on va la passer, mais que nous autres, on tape nos segments. Tu me suis, Kev? Ouais. Fait que c'est ce qu'on a fait. Fait que dans le fond, là, on enregistre. C'est un mercredi matin avec notre café. On est le 13 mai, mais l'entrevue a eu lieu lundi. Mais on va la passer aujourd'hui. Fait qu'on ne sera pas habillé pareil. Puis pendant le segment avec Francis, on va boire notre bière parce que c'était dans l'après-midi ou le soir. Je m'en souviens plus. Puis Kev, en plus, on a reçu notre marchandise, la gabière. Je vais me lever. Excusez, j'ai accroché mon portable. Ça arrive, hein? Check le design comme il est fou. Ils nous ont équipés, ils nous ont bien arrangé ça. Sérieux, on est chanceux. Faut le dire, là, on est vraiment chanceux de faire affaire avec des bons partenaires comme ça, là. Parce qu'il aurait pu dire, ben non, vous la payez comme tout le monde. Et ils nous l'ont fourni. C'est pas de chichi, pas de flafla, on vous le ship. Fait que c'est vraiment exact. Des beaux shirts, la gabière, avec une belle casquette, qu'on voit le logo ici. La palette droite, comme j'aime, c'est parfait. Je suis vraiment content. Merci, la gabière. On va reparler de vous plus tard. Mais là, c'est quand même chargé le show, Kev, parce qu'on va passer par le warm-up. Ouais. 2 sujets assez chauds. Ouais. Ça va être le fun en maudit. Après ça, ben, on va présenter le segment à la gabière et l'entrevue qui vont être ensemble dans la vidéo. On revient avec nos pimentons qui est à saveur bleu, blanc, rouge, parce que Chris, le Canadien est encore en série en ce moment.
Fait qu'il faut parler un peu du bleu, blanc, rouge. Puis on finit ça dans le Money Time où on va annoncer notre prochain invité. Un gros show, gros show. Oh, je suis encore en train de me réveiller, là. Fait que là, faut que tu me mettes là. Faut que tu me. Envoie-moi la rondelle sur la palette, là. Ouais, je vais te faire une pause, peut-être pas sur la palette. Mais il y a eu un événement, tout le monde en parle, qui est venu te chatouiller, puis tu m'as envoyé le segment, puis je suis allé l'écouter. Ça m'a chatouillé aussi, puis je veux qu'on en parle. C'était lors de la prestation de la dame qui gère Liquidation Marie. Elle est venue sur le plateau à Tout le monde en parle pour expliquer le concept de son entreprise qui est pour aider les gens qui sont dans le besoin, dans le fond. Ouais. Moi, je trouve ça sharp. Là. Elle est rendue avec 12 succursales, elle gère ça avec son chum. Puis c'est pas une fille qui est tellement vieille. Non. Tu sais, peut-être 35 ans environ. Ouais. Fait que c'est vraiment cool. Puis elle veut monter à 50 succursales. Fait que je trouve ça hot. Mais pendant l'entrevue, moi, j'ai trouvé ça malaisant à certains moments. Ouais, puis je vais mettre les gens en contexte. Moi, je suis quelqu'un, qui arrive d'un milieu, je dirais pas défavorisé, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Souvent, on allait dans les friperies pour acheter du linge, on courait après les rabais. On n'avait pas gros de moyens. Moi, je faisais, on va l'appeler comme ça, j'étais comme le petit pauvre de la classe. Parce que moi, j'ai grandi, je veux dire, à Appalaches. Les gens étaient... Il était quand même en moyen là-bas. Les gens faisaient du ski tout l'hiver. Tous les gars jouaient au hockey. Moi, je n'avais pas ce luxe-là. Je sais c'est quoi de grandir et d'être élevé dans la simplicité. Je vais le dire comme ça. Là. Puis, justement, ce concept-là de Liquidation Marie, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une chaîne d'épicerie, on va l'appeler comme ça, qui reprennent des produits de fournisseurs. Dans le fond, c'est des produits qui sont déclassés, qu'elle les appelait durant l'entrevue. Oui, exact. Des produits qui sont en fin de vie, des fins de chaîne et tout ça. Fait que, puis elle les prend puis elle les vend comme 80% moins cher. Là. Fait qu'on s'entend-tu que, même si c'est en fin de vie ou déclassé, comme elle l'appelle, c'est quand même intéressant. Tu sais, un casseau de bleuet, c'est rendu à 4-5$ à l'épicerie régulière, chez Métro, chez IGA. Puis là, tu vas le payer 88 cents. Tu sais, oui, exactement. Ton casseau de bleuet, tu vas le payer tu vas le manger en 3-4 jours. Là. Fait que, tu sais, ton investissement va être rentable au final. Puis durant l'entrevue, honnêtement, tu sais, j'aime ça écouter tout le monde en parle une fois de temps en temps. Honnêtement, ils ont des belles entrevues, parfois des invités intéressants. Mais là, j'ai trouvé que Guillaume Lepage et MCG, ils ont manqué de sérieux dans leur entrevue. Ils ont fait plusieurs jokes déplacés concernant justement ces produits-là qui sont déclassés, justement. Là. Tu sais, des jokes de craft dinner, des jokes de du yogourt aux fraises, après une couple de jours, on va donner du yogourt au bleuet parce qu'il va être comme moisi. Tu sais, puis là, ben, tu sais, on voyait que Marie-Ève était comme... Elle trouvait ça drôle, mais c'était comme un petit rire malaisant, tu sais, mais apparemment, elle est arrivée très préparée pour cette entrevue-là parce que, tu sais, elle sait que c'est un concept qui sort un peu du commun, tu sais, elle fait beaucoup de bruit, puis, tu sais, veux pas... c'est surtout dans la région de Montréal qu'elle est installée, fait que peut-être que les gens sont plus au courant de ce concept-là dans la grande région de Montréal. Mais c'est ça, elle fait jaser tout ça, puis je te dirais que le seul qui a pris vraiment cette entrevue-là au sérieux, c'est Louis Morissette. Je lève mon chapeau. Louis Morissette, c'est un homme d'affaires. Il s'est vraiment intéressé au modèle d'affaires de Marie-Ève. Oui, exact. Tu sais, il posait des questions pertinentes. Il a fait peut-être une petite joke, mais tu sais, t'en dis une, c'est beau, c'est fini, on passe à autre chose. Tu sais, le reste du temps, il l'a pris au sérieux. Moi, j'ai trouvé que Guillaume Lepage et MC Gilles, ils ne prenaient pas cette fille-là au sérieux. Moi, ça me fâchait parce que justement, moi, je suis un gars qui a grandi dans cet environnement-là, tu sais, on va l'appeler de la pauvreté. Fait que ça m'a fatigué que, tu sais, dans un contexte où, justement, tout coûte la peau du cul, à l'épicerie, il n'y a plus rien d'achetable, que ces deux gars-là qui sont des artistes, probablement qu'eux autres, ils n'achètent pas des produits déclassés ou en fin de vie. Ils ne prennent pas ça au sérieux. C'est un fléau aussi dans notre société aujourd'hui. C'est un sujet très sérieux. J'ai trouvé qu'ils ont manqué de professionnalisme envers non seulement Marie-Ève, mais la réalité dans laquelle on vit, Jeff. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Puis je lève mon chapeau, mon couvre-chef à Marie-Ève, qui fait un boulot colossal, qui a plus de 600 employés. Ça, c'est énorme, là. Elle propose à des gens des emplois.
Ça, c'est très, très sharp, là, parce qu'il y a beaucoup de gens, à un moment donné, qui cherchent un emploi, puis elle va embaucher ces gens-là. Puis je pense qu'il y a du plaisir dans cette entreprise-là. En tout cas, elle, avec son sourire, c'est certain que c'est le fun d'avoir une patronne comme elle. Je suis convaincu. Puis le concept, ça prend ça dans la vie d'aujourd'hui. Mais oui. Ça prend ça dans la vie d'aujourd'hui qui est très difficile. Tu vas à l'épicerie, tu as un sac plein, là, ça vient de coûter 95$. Puis j'exagère même pas. C'est épouvantable. Tu sais, on watch tous les spéciaux. Là. C'est ce qu'on fait. On n'a pas le choix parce que ça coûte très cher. Fait que félicitations à elle. Puis elle a mené ça vraiment avec beaucoup de panache pour vrai. Parce que oui, comme tu dis, elle riait, mais tu sais, c'était un rire un peu OK, malaisé, mais elle a continué sur sa track. Fait que good job à Marie. Ouais. Ah, vraiment. Puis c'est une fille qui a commencé dans son sous-sol. Pas à Valleyfield, c'est à Valleyfield. En tout cas, peu importe, là, elle a commencé dans son sous-sol avec des petits produits qu'elle vendait sur Marketplace ici et là, puis finalement, c'est rendu une grosse entreprise qui va être expansionnée. Elle dit d'ici 3 ans, comme tu as dit tantôt, elle va avoir 50 magasins. Fait que, tu sais, comme tu as dit, bravo à elle, puis tu sais, elle s'est tenue debout parce qu'on s'entend-tu que lors de cette entrevue-là, c'est MC Gilles puis Guillaume Lepage qui ont eu l'air des épais. Et non, elle, sérieusement, chapeau. Vraiment, là, elle s'est tenue debout puis elle a fait valoir son produit avec brio. Fait que chapeau à elle, je suis content que... Tu sais, honnêtement, j'ai déjà visité un magasin. Je m'en tirais pas. Ça me rejoignait moins les produits qu'ils proposaient dans ce magasin-là que j'ai visité. C'était pas vraiment ma dynamique. Fait que, tu sais, je vais peut-être leur laisser la chance à un autre moment donné, parce que, tu sais, il doit y avoir des produits qui diffèrent d'un magasin à l'autre. Mais quand même, c'est un concept vraiment intéressant pour les gens qui ont moins de moyens. Là. Fait que chapeau à Liquidation Marie, chapeau à Marie-Ève. Puis là, moi, je sais que, tu sais, on aime le hockey. On en parle, on en mange. C'est ça qui nous fait vibrer. Mais je sais que, Jeff, toi, tu es vraiment très, très basket. Tu sais, mettons, le hockey, il est là, le basket, il est pas loin en arrière, ou c'est peut-être égal, pas loin. Puis je sais que tu voulais parler d'un gars qui te fait vibrer, qui te passionne. Victor Wembanyama. Ouais. On le surnomme Wemby, français de 22 ans, de 7 pieds 4, qui est complètement hallucinant. Il est sur une autre planète. On le surnomme l'Alien, puis c'est pas pour rien. Puis moi, je suis content, j'ai un tatou d'Alien juste là. Fait que c'est pas pour lui, là, parce que moi aussi, on me surnomme l'Alien. Fait que bref, on est mardi le 12 mai. J'écoute le match, les Spurs contre les T-Wolves du Minnesota, les Spurs de San Antonio, comme on les appelle. Et les Spurs ressortent d'un revers de 114-109, un petit peu en raison de l'éjection de Victor Wembanyama, parce qu'il a sacré un coup de coude, puis un vrai coup de coude sous le menton de Naz Reid. Ça se passe dans le feu de l'action. Pour au basket en playoff, c'est excessivement physique. Puis, tu sais, on le voit sur Victor, là, les joueurs des Wolves sont très physiques. Victor, il a les bras tout graffinés, tout plein de bleu. Puis, tu sais, les arbitres n'appellent pas toutes les fautes, évidemment. Ça choque Victor, ça choque les Spurs. Puis là, Victor, c'est comme venger de lui-même. Tu sais, c'était vraiment un coup de coude. Je ne peux pas le nier. On le voit, le geste vraiment comme ça. Parce que des fois, tu peux protéger ton espace. Au basket, tu peux protéger ton espace quand tu tiens le ballon comme ça. Tu es comme d'un cylindre. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Là. On a vu vraiment le coup de coude. Je pense pas qu'il voulait le blesser. C'est pas le genre de Victor. Mais tu sais, il voulait dire, hey, là, arrête, hostie, je suis tanné. Mais il protégeait le ballon. Il voulait la possession du ballon. Chris, sac-moi appel. On l'a vu. Là. Oui, exactement. Fait que c'est un bon coup de coude à mon choix. Wow. Victor a été éjecté. Il a fait juste 4 points ce match-là. Il n'a pas joué beaucoup. Puis même quand il était sorti, Kev, il a montré encore du grand leadership. Il a applaudi son équipe. Il a tapé dans la main de tout le monde. Il est sorti sans rien dire. C'est Victor. T'sais. Victor, il ne se choque pas de même sur un parquet habituellement. Le prochain match, c'est joué hier. Victor était de retour. Il n'a pas été suspendu, donc Victor était là. La série est 2-2. Là, j'ai dit les Spurs vont rebondir avec beaucoup de panache, beaucoup de caractère, parce que c'est une équipe comme ça, c'est une équipe jeune, extrêmement dynamique. J'ai rarement vu ça. Cette équipe-là se tient comme jamais. Très bien coachée également par mon petit Mitch Johnson. Fait, il y a plusieurs éléments qui me disaient ils vont rebondir.
ils ont rebondi en tabarnak. Puis Victor, il a rebondi. Lors du match numéro 5, les Spurs ont pris les devants 3-2 avec un gain de 126-97. Fait que c'est assez explosif, là. Anthony Edwards n'a pas été capable de contrer Victor qui était en feu. Il a fait preuve de leadership, de résilience. T'sais, après le premier quart, il avait déjà 18 points, 6 rebonds. Il a fini avec 27 points, 17 rebonds, 5 passes décisives, excuse-moi, 3 contre. Ça n'a pas de bon sens. Puis lui, après l'entrevue, il se fait poser des questions, puis le boulot n'est pas terminé. Tu as joué un bon match, Victor? Il répond, le boulot n'est pas terminé. Tu sais, c'est... Comme qui? Qui avait dit ça? En finale de la NBA, c'est Kobe. Il y a un journaliste qui avait demandé, il dit, pourquoi tu n'es pas content? Tu mènes la série 2-0. Il dit, la job est finie? La job est finie? Le journaliste comme non. Ben, c'est ça. Pourquoi je serais heureux? La job n'est pas finie. Il y a beaucoup de mamba dans Victor, là, pour vrai. Ben oui. C'est un jeune homme dédié à son sport. Beaucoup de maturité à 22 ans. Puis, tu sais, je veux terminer avec un autre point positif au sujet de Victor. Là. Il a 22 ans, je l'ai dit tantôt. Il est devenu le 3e joueur le plus jeune de l'histoire de la NBA à réaliser un match d'au moins 25 points, 15 rebonds puis 5 passes décisives. Les deux autres, Magic Johnson, Luka Doncic. On les connaît pas, ceux-là, évidemment. On les connaît pas. Fait que, il est en train de marquer l'histoire à 22 ans. Puis sa façon de jouer, c'est tough de jouer contre lui. Il prend tellement de place dans la peinture. Tu n'as pas le choix de changer ta stratégie. Tu ne veux pas driver l'arceau parce qu'il est là. Fait que tu prends des tirs de plus loin. C'est difficile de jouer contre Victor. On l'a encore vu hier. Quand il s'impose comme ça, puis les Spurs, c'est pas juste Victor. Ils ont une équipe phénoménale avec les Castles, les Fox, les Vessel, les Champigny, les Harper. Une équipe jeune qui se tient, déterminée, beaucoup de caractère. Tu sais, on dit que Lane Hudson compete, là. Ben, les Spurs, ça compete à la Lane Hudson. Ouais, puis tu sais, en plus, Victor, tu sais, justement, pour un gars de 22 ans, il a une game assez complète, très mature. Puis je parle de maturité parce que c'est un jeune homme, non seulement c'est un joueur de basketball exceptionnel, je vais dire ça comme ça, mais c'est un gars studieux, c'est un gars intelligent aussi. Souvent, on l'a vu au match des étoiles débarquer avec son livre. Lui, c'est sa préparation d'avant-match, sa méditation, c'est de lire un livre. Nicolas Jokic, il riait de lui, mais à quelque part, tout le monde a sa recette pour être préparé pour un match de basket. Fait que, c'est un gars qui est très brain aussi. Fait que je le salue pour ça parce que c'est justement, c'est hors du cover qu'on voit ça. Les gars sont souvent dans leur bulle avec leur casque d'écoute, écoute la grosse musique, mais lui, il lit un livre avant chaque match. Fait que, tu sais, continue ton authenticité, Victor, on aime ça. Ouais, c'est un excellent joueur d'échecs aussi. Puis en plus, Greg Popovich, qui était là pendant 25 ans avec les Spurs, qui a gagné 5 championnats, est encore dans l'équipe. Il va aux entraînements, il jase aux joueurs, puis avant chaque match, Victor le texte. Après chaque match, Victor le texte. Ça, c'est une preuve de maturité. Pop, à sa façon, il aide cette équipe-là à aller plus loin. Puis Hakeem Olajuwon, l'une des idoles de Victor, qui était un grand joueur avec les Rockets de Houston au sein de la NBA dans mes années, c'est son mentor. Puis à un moment donné, il y en a qui disent l'équipe est jeune, Victor est jeune, faut qu'il prenne de l'expérience pour gagner. Puis Hakeem a dit attendre quoi? Pourquoi attendre? Ben oui. Vous pouvez le faire là, faites-le là. Fait que je trouve ça vraiment cool, la mentalité des Spurs de Saint-Antonio. Puis la dernière show, on parlait un peu des Bruins de Boston puis leur culture. Moi, je trouve que justement avec Popovich puis tout ça, c'est similaire à la culture, même si ils ont comme reconstruit. Si tu veux, San Antonio, la culture était là, puis c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Fait que tu sais, tout part d'en haut. Exactement. Quand on dit ça part d'en haut, c'est pas un cliché, Kev, c'est vrai. Le leadership part d'en haut, c'est très important. Puis on a ça chez les Spurs comme on a ça chez le Canadien, mon petit Kev d'amour. Hey Kev, le temps avance. Le moment arrive de présenter le segment La Gabière et l'entrevue avec Francis Perron où on a eu énormément de plaisir. Puis je vais le dire tout de suite, là, il y a des anecdotes assez savoureuses. Ouais, on a hâte de vous présenter ça. Fait que je nous sors du studio, puis
on part l'entrevue. On se rejase tantôt, Kev, pour les 2 derniers segments. Yes. On est rendu au segment La Gabière, Kev. Puis rendu là, je te laisse toujours la parole parce que t'es bon pour expliquer ce qui se passe avec La Gabière. Mais oui, c'est qui ça, la Gabière, déjà? C'est nos commanditaires, c'est nos partenaires, les gens qui nous font confiance. D'ailleurs, on les remercie. Et aujourd'hui, mon Jeff, j'ai opté, je pense que je commence à y prendre goût à la fameuse IPA. Sérieusement, je pense que j'avais essayé la IPA la première semaine au premier Ouais. show de retour. Là, je suis Exact. rendu à la IPA originale. Fait que j'ai hâte de l'avoir. Ben, originale, sans alcool, bien évidemment. Là. Mais j'ai bien hâte de l'essayer. Puis j'ai oublié de laver mon verre. On est authentique au moment. J'ai oublié de faire ma vaisselle. Si mon verre il est sale. C'est pas mon verre. Calice, ça fait longtemps que tu n'as pas fait ta vaisselle. Check-vous qu'est-ce que je bois aujourd'hui. C'est une fruitée. Une New England IPA aux pêches et fruits de la passion, brassée évidemment par La Gabière, sans alcool évidemment. C'est la première fois que j'y goûte en ondes ici avec toi, mon chum. Ben, crime, je pense que c'est celle-là que j'avais vue au premier show. Elle est excellente, tu vas voir. Fait que là, c'est tout le temps le petit bruit là, agréable. Là. Oh yeah! Ça, là, c'est le meilleur bruit au monde. Comme Ah. disait le défunt Bob Bissonnette, gorgeux! Ah! Non, pour Succulent. vrai, ouais, vraiment. Merci à La Gabière de nous offrir leur fabuleux produit local. Yes, merci beaucoup La Gabière. Le Kev, aujourd'hui, on va passer un moment spécial. Ça fait longtemps que je veux l'amener avec nous autres. Je t'en ai Ouais. parlé lors de la première saison parce que pour moi, c'est l'un des grands capitaines qu'on a eu à Rouyn-Noranda chez les Huskies. Il se nomme Francis Perron. Salut Francis, comment ça va? Ça va bien, vous autres, les boys? En forme, en forme. Hey Frank, Yes. t'es déjà rendu à 30 ans, man. Oui, ça va vite, hein? Hey, ça va vite. Je me souviens, t'étais TQ, t'étais chétif, t'es arrivé chez les Huskies en 2012-2013, ta première saison, sous la gouverne d'André Tourigny. Mm. Sacrément que ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu te souviens de ton arrivée à Rouyn-Noranda, que ce soit la ville, que ce soit André Tourigny, que ce soit les coéquipiers? Qu'est-ce qui a marqué ton passage lors de tes premiers pas à Rouyn-Noranda? Ben, je me souviens. Pour vrai, je m'en souviens très, très bien. Ça a été la première fois pour moi que je quittais la maison. Fait que ça a été tout qu'un choc quand même, là. Un petit gars de la région de Montréal, plus un gars de la ville. Arrivé dans un petit village, entre guillemets, là, à Rouyn-Noranda, c'est sûr que ça a été un pas pire choc. Comme je disais, quitter la famille pour la première fois, tout ça. Donc, ça a été un gros changement, mais non, c'est sûr que avoir André Tourigny qui était là pour m'accueillir puis me prendre un peu sous son aile, la famille de pension aussi que j'ai eue qui m'a accueilli, ça a comme facilité un peu la transition. Mais non, c'est ça. C'est sûr qu'au début, j'étais un petit peu. J'étais pas sûr, mais rapidement, là, j'ai pris goût là, à la ville puis au monde là-bas. Là. Fait que non, ça a été une transition assez rapide. Puis dans les coéquipiers que tu as eus, excuse Kev, je t'ai chié Vas-y, dessus. vas-y. Dans les coéquipiers que tu as eus, tu es arrivé, c'était la grosse saison d'André Ghetto, GSD qui avait scoré 45 goals, Kucherov qui s'est joint à l'équipe. Mais quand tu es arrivé, c'est quel joueur qui t'a accueilli et qui t'a permis de te présenter aux autres, qui s'est occupé de toi comme kid? Ben, c'est sûr qu'on avait quand même une belle gang de boys, évidemment. Fait que c'est sûr que un gars comme Reggie Bois, qui est un gars qui est originaire de Rouen, toujours été quelqu'un qui a été très présent pour moi, qui s'est vraiment assuré que je me sente très à l'aise. Sinon, il y avait Gab Desjardins qui était notre capitaine cette année-là. Desi a vraiment, vraiment pris soin de moi. Je pense que Desi l'a vécu aussi quand il était plus jeune. Puis il a vu que j'étais un gars qui était très motivé, qui connaissait bien la game, puis qui était un joueur de talent, mais que je pense que j'avais besoin d'un grand frère dans l'équipe. Puis Gab, qui est un joueur de 20 ans, qui avait beaucoup de respect dans le vestiaire, s'est toujours assuré là, que j'étais bien, puis que les vieux prenaient soin de moi quand même.
Puis mettons, tu sais, justement, je vais faire un peu de backtracking. Tu sais, on parlait d'un peu d'André Tourigny tout à l'heure. Il est reconnu pour être un entraîneur très tough. Tu sais, c'est reconnu. Puis c'est pas pour rien qu'on l'appelle le Bear. Là. Souvent, tu sais, tu le regardes quand il est sérieux, il fait peur. Là. Ben, c'est sympathiquement. Là, mais c'est comment de se faire diriger par André Tourigny? Comment c'était, tu sais, mettons, sur le plan humain, sur le plan hockey? Est-ce que c'était bien balancé? Ouais, ben c'est sûr, tu sais, comme tu dis, André, c'est une personne qui est quand même assez intimidante. Là, tu sais, il dégage là, une énergie, puis tu sais, on connaissait sa réputation aussi. Là, tu sais, c'est une des raisons pourquoi que, j'avais envie d'aller jouer à Rouen. C'était parce qu'André était là, puis c'était lui qui était coach et DG dans ce temps-là. Mais pour moi, tu sais, veux pas, au début, ça a été un petit peu plus rough parce que j'étais peut-être pas nécessairement habitué à avoir des entraîneurs rough comme ça. Mais ça m'a vraiment, tu sais, comme Jeff disait, j'étais un petit cul quand même, un petit cul de 16 ans qui arrivait. Mais ça m'a permis vraiment je dirais, de transitionner vers le monde adulte plus rapidement. Tu sais, j'ai pris beaucoup, beaucoup de maturité avec André. Puis, tu sais, André, il était tough, mais en même temps, il te faisait sentir à quel point tu appréciais. Tu sais. Fait que c'était comme, il y avait un respect mutuel, puis je trouvais que la ligne était bien placée. Tu sais. Puis moi puis André, on a toujours eu une belle relation. Puis il s'est toujours assuré que je savais qu'il faisait ça pour les bonnes raisons. Fait que ça a été quelque chose qui a vraiment fait une grande différence. Parce que tu sais, veux pas, n'importe qui peut prendre ça un peu de la mauvaise façon, puis que ça tourne un peu du mauvais bord. Mais non, c'est ça. Moi et André, on avait une belle relation, puis je pense que globalement, ça m'a vraiment aidé à me développer plus rapidement. Là. Fait que tu étais un bon étudiant, là. Fait que ça l'aidait à la relation avec ton entraîneur. Là. Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, je l'ai dit, j'étais, mais j'étais un gars qui était très, très passionné. Tu sais, j'en mangeais, là, je voulais vraiment apprendre le plus de trucs possible. Puis, c'est ça, tu sais, j'avais André qui était là, tu sais, même Mario Pouliot qui était assistant coach, était quand même reconnu pour sa toughness aussi. Fait que j'avais quand même un duo là, vraiment avec beaucoup d'intensité, mais c'est ça, ça m'a beaucoup aidé. Puis, c'est ça, ça a toujours resté dans le respect. Puis, je sentais que c'était pour les bonnes raisons. Là. Puis moi, j'ai une question, puis il y a plusieurs personnes qui m'en parlent. C'est quoi la game des Huskies? Tu sais, quand on dit ce gars-là, c'est un Husky, c'est un gars-là, il joue la Husky game. Es-tu capable de résumer ça, Frank? Ben, tu sais, c'est une mentalité. C'est quelque chose qui se développe, qui ne s'apprend pas du jour au lendemain. Mais je pense que ça a toujours parti du haut de l'échelle. Quand je dis ça, je parle d'André Tourigny. C'est vraiment la mentalité qu'André il amenait à l'aréna tous les jours. C'est un gars qui est hyper sérieux quand c'est le temps de travailler, quand c'est le temps de mettre les patins, puis de parler de stratégie ou d'aller sur la glace pour les pratiques. C'est quelqu'un qui amène toujours vraiment une très, très haute intensité. Puis, il y avait aussi l'aspect professionnel. Oui, on est dans une équipe junior, mais le professionnalisme là-bas, c'était vraiment quelque chose de très important. Autant que quand on faisait des meetings hors glace, des sessions vidéo, c'était vraiment de toujours avoir la tête à bonne place pendant les 4-5 heures qu'on était à l'aréna. Puis après ça, une fois que ça c'est fait, ben là, c'est la vie normale qui recommence. Mais c'est vraiment, je pense, c'était vraiment dans la mentalité, puis vraiment dans l'approche de chaque gars, d'arriver vraiment prêt à tous les jours en patinoire. Puis je pense qu'au bout de la ligne, au fur et à mesure de le faire à tous les jours, ben, ça devient plus une routine puis une habitude. Puis je pense que c'est ça qu'ils ont créé là-bas là, à Rouen là, dans mes jeunes années. Puis tu sais, à ta première saison à Rouen, vous avez quand même eu votre part de succès. Là. Vous avez eu une bonne saison. Fait que c'est le fun d'arriver dans une équipe on va dire, pas gagnante. Tu sais. Puis je pense qu'un des points tournants de cette saison-là, ça a été notamment l'échange de Nikita Kucherov. Tu sais. Puis on le connaît ici en Montréal. Tu sais, c'est un personnage polarisant, spécial. Tu sais. On l'a vu justement dans la série contre le Canadien. Puis ses nombreuses frasques au fil des années. Mais il était-tu de même aussi à 17, 18, 19 ans dans ces années-là? Qu'est-ce que tu tirais de Kucherov avec les Huskies de Rouyn-Noranda? Ouais, écoute, ben regarde, c'est tout qu'un personnage, coach, quand même. C'est sûr, moi, je l'ai côtoyé juste une demi-saison. Il est arrivé à peu près à mi-saison, là, je dirais, là, quand j'étais là à 16 ans. C'est pas quelqu'un qui est facile d'approche. C'est quelqu'un qui est, tu sais, évidemment, tu sais, encore son anglais qui est cassé un peu. Dans ce temps-là, c'était encore pire.
Mais tu sais, c'est pas un gars qui, comment je pourrais dire ça, de façon respectueuse. Je veux pas dire que c'est pas un gars d'équipe, mais dans ce temps-là, c'était un gars qui se tenait plus avec juste les bons joueurs, puis les jeunes un petit peu moins talentueux, ben, il leur parlait pas trop, puis fait que c'était pas nécessairement, il n'y avait pas des bonnes relations avec nécessairement tout le monde. C'était pas un mauvais gars, tu sais, évidemment. Regarde, c'était un gars qui était rempli de talent, puis qui nous faisait gagner, veut pas. Mais c'était pas nécessairement un gars qui était proche de tout le monde. Puis, tu sais, moi, ça a été un peu particulier parce que les 2 premiers mois qu'il est arrivé, il m'a pas dit un mot. Puis après 2 mois à peu près, il y a comme quelqu'un qui a glissé un mot que j'avais juste 16 ans parce qu'il ne savait pas. Puis il est venu me voir dans la chambre, puis il s'est quasiment excusé. Il dit hey, I didn't know you were 16, you're a good player. Tu sais, fait que comme, là, on est comme devenus chummés parce qu'il a réalisé que j'étais un pas peu joueur de hockey. Là. Fait que c'était un peu ça, sa style de personne. Fait que c'était un peu funky, mais c'était un gars, regarde, je veux pas, j'ai appris beaucoup d'un joueur comme ça. C'est quand même une chance assez spéciale d'avoir joué avec un joueur de ce niveau-là. Fait que, de le voir à sa glace à tous les jours, puis de voir tous les petits détails. Puis, c'était pas un gars qui était nécessairement hyper travaillant dans le gym, mais de glace, par contre, là, tu voyais vraiment la différence. Là. C'est vraiment là qu'il allait chercher son edge. Là. Puis avant qu'on poursuive, on reste sur Kucherov. Là. J'ai entendu dire une anecdote, Frank, en série contre Halifax. Il serait arrivé au banc puis il aurait dit c'est terminé, ma game est finie. C'est-tu vrai, ça, cette histoire-là? Ou c'est une rumeur? Dans mes souvenirs, je me rappelle pas que ça s'était passé comme ça. OK. Moi, je pense que, à moins que ça soit passé puis je ne l'ai pas entendu au banc, mais je me rappelle exactement là, du match, c'était Halifax, évidemment. Je pense que ça était peut-être en première période ou début de deuxième. Puis André l'avait assis. Moi, je pensais que c'était vraiment André qui avait pris la décision là, de l'asseoir. Est-ce que c'est lui qui avait passé le message, puis André avait juste dit bon, OK, il veut que ça ne tente plus d'attitude? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que moi, ce match-là, j'avais pas. C'était dans la série, cette année-là, j'avais pas joué beaucoup. J'avais joué la première ronde, les 2-3 premiers matchs. Après ça, j'avais pas joué de la deuxième ronde pendant tout. J'avais été scratch. Puis contre Halifax, j'étais revenu. Dont le match, je pense que c'était match 2 à maison, si je ne me trompe pas. Non, match 2 à Halifax. On avait commencé à Halifax. Puis ce match-là, justement, que coach il avait été assis, puis c'est moi qui avais pris la place à coach sa première ligne avec JS et Brito. Je m'étais ramassé une pause, je pense, mon deuxième chiffre. Fait que ça m'avait comme reparti ma série à moi. Fait que son malheur avait fait mon bonheur un petit peu. Mais non, je me rappelle pas exactement si c'était ça qui s'était passé, mais je sais que ce match-là, coach n'était pas dans son assiette. Là, fait qu'il avait passé une période au moins sur le banc. Puis, hey Kev, faut que je parle de Ghetto parce que cette année-là, j'ai acheté un gilet à Ghetto signé, un gilet rose à 1200 pièces qui est aux enchères silencieux. Mettons junior majeur, là, tu prends-tu Ghetto ou Kucherov? Ah, ça, c'est une méchante bonne question parce que. Il était dominant à Ghetto, sérieux. Là. Ah, sérieux, Sven, cette année-là, c'était quand même assez impressionnant. Là. Je veux pas, Kucherov, quand il est arrivé, ça a changé notre équipe au complet. Mais c'était surtout aussi la chimie qui se sont installés les deux ensemble. Parce que je veux pas, on avait JS d'un bord en powerplay avec Sven de l'autre bord. On avait quand même 2 sticks de weapon là, en powerplay. Fait on n'avait pas nécessairement besoin de Kucherov sur le powerplay, mais coach était vraiment quand même un step ahead. Mais je pense qu'à ce temps-là, il y avait une discussion à avoir. Là. André Ghetto, il était dominant en tabarnouche. Là. Pour vrai, il y avait vraiment, je pense qu'il avait fait presque 100 points cette année-là. Puis non, c'était vraiment, Sven, il était vraiment impressionnant. Mais je pense qu'après ça, c'est vraiment par la suite que coach a vraiment pris vraiment son envol. Là. Ouais. Ah, vraiment, il était dominant. Le premier trio, justement, avec Sven puis Day. Day, on n'a pas parlé bien, mais ce trio-là, c'était dominant. Là. C'était vraiment une synergie incroyable entre les trois. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, justement, tu as joué 4 ans, Rouen, corrige-moi si je me trompe. Tu as été nommé capitaine à ta dernière saison. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi d'être nommé capitaine? C'est quoi ça t'a fait? Ben, pour être bien honnête,
c'était pas trop une surprise. Je pense que tout le monde dans le vestiaire, c'était pas mal unanime. Puis on s'en attendait un peu. Puis pour moi, ça a été une progression vers ça. Tu sais, j'étais assistant l'année d'avant. Mais je pense que d'année en année, de plus en plus, j'étais à l'aise dans le vestiaire. De plus en plus, je prenais de la place. J'étais un gars qui était très vocal. Puis, sans me péter des bretelles, je pense que j'étais quelqu'un qui connaissait vraiment bien la game. J'étais vraiment un étudiant de la game, là, qui sont traduits là, dans les termes français. Fait que je pense que j'avais vraiment, avec le temps, gagné le respect de mes coéquipiers. Puis, je pense que j'étais rendu là personnellement. Puis, c'était pas une surprise, c'est sûr que c'était tout un honneur pour moi. Je pense que pour moi, être le capitaine d'une équipe, peu importe où c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Puis c'est une belle reconnaissance en venant du coaching staff, des joueurs. C'est vraiment un bon signe de confiance. C'est ça. Je pense que ça a été annoncé, ça a été un bon moment, mais on n'a pas fait ça plus gros que c'était supposé parce que je pense que tout le monde était d'accord que ça allait être ça. Ouais, puis le capitaine a traîné son équipe jusqu'à la Coupe Memorial. Une année de Mongol, Frank, 108 points en saison régulière, 33 points en série, go à la Coupe Memorial. C'est fabuleux ce que tu as fait. Puis tu sais, tu as vraiment bien grandi au sein de l'organisation. Tu sais, au niveau comme joueur, comme être humain. Moi, ce parcours-là, je le trouve incroyable. Puis c'est sûr que la Coupe Memorial, ça doit avoir resté marqué à vie à l'intérieur de toi, là, parce que vous avez passé à ça, là, de réussir. Puis, dis-moi là si je me trompe, là, t'avais pas pogné à bord horizontal en prolongation ou quelque chose de même? Pour vrai, mais je suis sûr, là. Oh ouais, c'était pas en prolongation. Okay. C'était. Non, regarde. Lui, il tourne le fer dans la plaie, là. Non, regarde. Ça fait quand même 10 ans passés, plus que ça. Ben, quasiment, ça va faire 11 ans presque. Là. Fait que ça fait un petit bout, mais alors ça, je me rappelle toute ma vie. C'était 2-1. On venait 2-1 en fin de troisième. Puis j'ai pogné un genre de semi-breakaway, une passe de Timo. Puis j'avais pogné la crossbar. Puis ça aurait fait 3. Je pense qu'il restait 4 minutes, ça aurait pas mal fini à la game. Fait que, comme quand tu dis qu'on a passé à ça, on a passé à ça pour. C'était incroyable, la ville de Rouen qui était derrière les Huskies. C'était un esti de trip de fou, pour vrai. Puis tu sais, contre les Knights cette année-là, t'avais Matthew Tkachuk, Mitch Marner, Christian Dvorak. Là, on était d'un autre monde. Là. Ouais, non, regarde, on était négligés pas à peu près, malgré tout ce qu'on avait accompli dans l'année. On avait vraiment tout cassé. Là. Regarde, en finale, notre ligue en a gagné en 5 avec une volée match 5 à la maison. On était quand même, on avait tout. Si tu regardes notre liste de joueurs, on avait tout qu'un club de hockey. Là, ouais, vraiment. Puis tu arrives en finale contre les Knights, puis j'étais pas un gars de betting dans ce temps-là, évidemment, mais je pense que la cote était à 6-1. Là, on était vraiment, vraiment négligés. Puis je vais le dire encore, c'est peut-être une ou le meilleur match de hockey que j'ai participé. C'était une game de hockey incroyable. Là, un match serré, des bonnes chances des deux bords, tout était clean. J'étais vraiment. C'est plate à dire parce que ça finit avec une défaite, mais j'étais tellement fier des boys parce qu'on n'était tellement pas supposé à. Personne ne s'attendait à un match de même. Puis on les a tenus, puis on les avait. Là, fait que c'est sûr que c'était crève-cœur pareil, mais veux pas, c'était une fierté quand même. La façon que les boys se sont comportés ce match-là, c'était assez spécial. Puis mettons, justement, tu as joué contre un gars comme Matthew Tkachuk qui est réputé pour aller under the skin. C'est réputé, on va s'entendre là-dessus. Est-ce qu'il y avait un peu ce style-là, même au niveau junior, contre tes joueurs, ou c'était un différent Matthew Tkachuk à l'époque? Là? Dans mes souvenirs, il était moins pire. Parce que là, de ce qu'on a vu là, dans les dernières années dans le national, il était à un niveau, il était ailleurs, là, on s'entend. Ouais. Son skill est aiguisé, là. Ouais, c'est ça. Fait que mes souvenirs, il n'était pas si pire que ça. À ce moment-là, je pense que son focus était encore plus sur le côté hockey. Puis il jouait du bon hockey. Là. C'était un bon joueur déjà, là, évidemment. Mais ça faisait partie de sa game, mais pas au niveau où il est en ce moment. Je pense que
avec le temps, il a pris un confort, puis il est capable de balancer les deux vraiment à un niveau exceptionnel. Là. Mais à ce moment-là, il était un petit peu moins chiant qu'il l'est en ce moment. Puis je vais faire un peu de backtracking. Jeff, tu t'en as-tu. Non, vas-y. OK, mais dans le fond, je vais faire un petit peu de backtracking. Je pense que j'ai sauté un peu cette étape-là, mais en 2014, tu as été repêché par les sénateurs d'Ottawa. Tu sais, que tu sois repêché en première ronde, troisième ronde ou en septième ronde comme toi, ça doit être une énorme fierté d'être repêché dans la Ligue nationale. Puis je me dis, comment ça s'est passé cette journée-là pour toi? T'étais-tu sur place au repêchage? T'étais-tu avec ta famille? Comment ça s'est passé pour toi? Si je suis bien honnête, ça a été pas une journée de merde, mais une très, très longue journée. Parce que j'étais classé, j'étais supposé sortir milieu de troisième ronde, selon les listes, puis tout ça. Puis j'avais eu quand même des très bons meetings avec plusieurs équipes. Il y a toujours des promesses qui se font. Puis si t'es encore là à tel choix, c'est sûr qu'on te prend. Fait que, veux pas, tu te fais des attentes. J'étais encore très, très jeune. Puis j'avais des attentes que je m'étais mis. Puis c'est ça. J'étais avec ma famille, j'avais une gang de chums qui étaient là. Mon frère était venu avec des chums aussi. Fait qu'on avait quand même une belle gang qui s'était déplacée. C'était à Philadelphie. Veux pas. J'ai été repêché, fait que je suis sorti de là soulagé, je te dirais, parce que j'étais à peu près à 15-20 choix de ne pas sortir. Là, fait que je suis sorti, je pense, 190 sur 210 total. Mais ça a été long, puis il y a eu une couple de coups de pied dans le banc en avant qui s'est faite pendant le draft. Hey, délivrance, avoue que tu avais peur un peu qu'on t'appelle pas, là, c'est certain, rendu en septième ronde. C'est ça. Plus ça avançait, plus que là, il y a un gros stress qui s'installait. Puis, ça a été quand même une pas pire déception. J'avais quand même eu une belle année. Je pense que j'avais fait 55 points, ce qui est quand même pas mal là, pour un gars de 17 ans. Fait que c'est sûr que j'avais des attentes, puis j'étais déçu, mais en même temps soulagé là, quand j'ai entendu mon nom. C'est sûr que, regarde, à Ottawa, après, ça n'a pas nécessairement été top là, avec eux autres, mais non, le fait d'être repêché, c'est quand même, pas, comme tu dis, là, peu importe la ronde, c'est quand même un exploit que je peux dire que j'ai accompli. Là. Puis je vois juste une petite dernière, Jeff, parce que là, Francis, il a mentionné quelque chose d'intéressant, puis ça m'a fait popper quelque chose. Tu as mentionné des meetings avec des organisations. As-tu des souvenirs de ça? As-tu des entrevues qui t'ont plus marqué que d'autres? C'est sûr que là, c'est loin dans ma boîte de souvenirs. J'imagine. C'est sûr que moi, je me rappelle très bien là, mon meeting avec les Oilers, que eux, c'est vraiment l'équipe qui m'avait vraiment fait le plus de promesses. Il y avait un choix, je pense, milieu de troisième, fin de troisième, que eux, mais c'était garanti qu'ils allaient me prendre à ce choix-là si j'étais libre. Fait que celui-là, ça m'a fait mal au cœur un petit peu. Après ça, il y avait quand même eu des discussions. J'avais eu vraiment des bons meetings avec les Canadiens. Fait que ça, c'était peut-être un petit côté plus émotionnel aussi qui était venu me chercher. Fait que, tu sais, à ce moment-là, tu sais, Daniel Audette, c'était un de mes bons chums. Puis rendu au choix des Canadiens en 5e ronde, je pensais que c'était peut-être moi. Finalement, ils ont pris Dan. Fait que ça a été un peu aussi touchy pour moi. Parce que j'étais content pour Dan, qui était un de mes amis. Mais en même temps, j'aurais bien aimé ça. Si on s'entend, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus faire drafter par les Canadiens que par les sénateurs. Là, mais... Ça, c'est la bonne réponse à dire, surtout aujourd'hui. Ah ouais, alors, ça, c'est derrière moi. Fait que je peux pas dire ce que je peux à ce moment-là. Là, mais non, c'est ça. Fait que, des meetings vraiment en détail, plus ou moins. Je sais que j'avais rencontré quand même au plus qu'une quinzaine d'équipes. Là, fait que, il y avait quand même une bonne intérêt là, pour moi. Fait que c'est pour ça que les attentes que je m'étais faites, ils m'ont peut-être joué un tour. Puis c'est pour ça que ma journée était un petit peu moins agréable que prévu. Les coups dans le banc puis tout, là. Ah ouais, mes souliers propres, j'ai pas pu les remettre après, ils étaient scratchés. Je veux rester là aussi, Kev. Là, je veux parler des sénateurs d'Ottawa parce que tu dis que par après, quand tu es allé jouer là avec le club école, tu dis que ça a plus ou moins bien été. Ouais. C'est-tu avec le club école? C'est-tu avec Brian Murray? C'est où ça a plus ou moins bien été? Ben, c'est. Tu veux pas, c'est. On parle de peu importe t'es repêché où, t'es repêché, puis c'est bien beau, mais
veux pas, tu as une étiquette. Là, soit de 7e ronde, tu vas toujours avoir un petit peu moins de nanan, puis tu vas toujours. Tu vas plus avoir de bâtons dans les roues. Fait que, moi, j'ai toujours senti que je me comparais avec d'autres joueurs qui avaient été repêchés un peu plus tôt, puis je me voyais à leur niveau, peut-être même plus haut niveau, puis j'avais moi qui avais les breaks, puis j'ai trouvé que ça a été vraiment compliqué avec eux autres. Quand je suis arrivé, ma première année dans la Ligue américaine, on était à Binghamton, ma première année. Début de des matchs hors concours, j'avais 1 point par match, j'avais de la glace, j'avais du power play, tout fonctionnait. Après ça, premier match, 2 passes, deuxième match, 1 but, troisième match, une pause. Après ça, j'avais 4 points, 4 games en saison. Je jouais sur la deuxième ligne, j'avais du power play. Puis là, après 4-5 games, ils ont commencé à redescendre des gars qui étaient un peu sur la bubble en haut. Puis, direct, c'est moi qui ai pris le bord. Je me suis ramassé de la deuxième à la quatrième, puis de power play. Fait que j'ai comme. Ça a commencé assez amer parce que je trouvais que c'était pas fair, personnellement. Que l'équipe gagnait, j'avais du succès. Ouais. T'avais des bonnes statistiques, là, sérieusement. Non, c'est ça. C'était vraiment bien parti. Puis, j'avais l'impression que je faisais vraiment tout de bien. Fait que, on dirait que ça m'a comme donné une taloche en pleine face en partant. Puis après ça, ça a été ma relation avec mon coach qu'on avait là-bas, qui était Kurt Kleinendorf à ce moment-là. C'était un peu vieille méthode, un peu son approche. Puis c'est sûr que là, je fitais peut-être un peu moins dans son style de joueur. Là, lui, il cherchait des gars bien robustes, puis qui jouaient la game tough. Puis moi, à ce moment-là, j'étais encore bâti sur un frame de chat. J'ai toujours été assez petit. Là. Fait que dans la Ligue américaine, je faisais pas trop mon fringant. Là, moi, je me fiais sur ma lecture du jeu, mon talent, mes skills, puis tout ça. Fait que je pense que rapidement, il m'a tassé. Puis ça a été vraiment dur pour moi après ça de reprendre ma place. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même rough. Puis c'est lui que j'ai eu comme coach 2 ans back-à-back. Fait que ça a été compliqué. Là. Après ça, l'année d'après, ils ont comme essayé de me transformer en joueur défensif. J'étais comme. J'ai joué au centre de la 3e ligne avec du piqué. Fait que c'était comme. Il y avait bien des affaires qui ne faisaient pas de sens là, dans la façon que moi je voyais les choses. Fait que c'est ça un peu qui a mené après là, à ma demande de me faire échanger là, après ça pour aller à San Jose. Là. Mais c'est assez fou faire partie de la trade Eric Carlson. Ouais, ça c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie, ça c'est sûr, certain. Oui. Comment ça s'est passé? Il t'a appelé, puis c'est quelque chose, hein? Ouais, ça a été une très belle surprise, personnellement, parce que j'étais vraiment content de m'en aller en Californie. Là. On ne se le cachera pas. Passer d'Ottawa à San Jose, c'est quand même un style de vie différent. Là, mais ça s'est passé, dans le fond, je me suis présenté au camp d'entraînement la 3e année de mon contrat. Puis on a fait la première journée. Ma demande d'échange avait été faite à la fin de l'année d'avant. Puis c'est ça, j'ai fait la première journée, les tests physiques, tout ça, puis j'étais dans le char, je m'en allais à l'hôtel après la journée, puis en roulant, ben mon agent il m'a appelé, il dit bon, tu vas te faire échanger, là, c'est pas encore fait officiellement, là, on a encore beaucoup de détails à régler, tout ça, fait que là j'étais bien excité, là, commence à texter le père, texter la mère, puis là, quand ça a sorti, pour moi, ça a été vraiment un soulagement. Je sentais que j'avais besoin d'un fresh start. Puis je savais qu'à San Jose, c'était vraiment un groupe très, très jeune dans la Ligue américaine. Fait que ça m'a vraiment donné un boost d'énergie. Puis ça a paru après. Là, j'ai connu une méchante belle saison là, à San Jose. Ouais, mais ta meilleure saison dans A, 18 buts, là, ça paraissait que tu te sentais beaucoup mieux mentalement. Là. Ouais, je suis arrivé là-bas avec une énergie différente. Puis, comme j'ai dit, on avait un groupe vraiment jeune. Fait que, c'était un peu un feeling d'une équipe junior. Là, c'était vraiment une gang de boys. Parce que des fois, dans la Ligue américaine, c'est dur de trouver une chimie qui est aussi belle qu'on a dans le junior parce que veux pas, tu te bats un peu contre tes teammates pour avoir un corps là. Il y a toujours un peu de froid qui se crée, veux pas, parce qu'il y a une bonne compétition interne, puis des fois, ça devient un peu malsain. Mais à San Jose, il n'y avait pas ça pantoute. On était l'équipe la plus jeune de la Ligue, on avait vraiment une belle gang de boys.
Puis, en arrivant là-bas, ça a été aussi, j'ai commencé en bas de l'échelle. Au camp d'entraînement, j'étais dans le groupe B au début. Fait que ça, c'était vraiment les gars qui étaient étiquetés Ligue américaine, East Coast. Après 2 pratiques, ils m'ont montré dans le gros groupe parce qu'ils ont vu que, bon, il n'est pas si pire que ça, je fais ça tout le monde. Fait que, après ça, finalement, regarde, je suis resté en haut quand même longtemps à San José avant de me faire descendre dans la Ligue américaine. Puis quand je suis arrivé dans la Ligue américaine, ben là, tout de suite, ils m'ont identifié un rôle offensif. C'était moi qui venais le premier power play. J'étais sur la première ligne toute l'année. Fait que, ça a été vraiment un changement total le côté traitement puis la relation que j'ai créée là-bas avec les gens, avec le staff. Fait que, ça m'a donné un boost. Puis j'ai quand même développé rapidement un rôle de leadership dans une équipe plus jeune. Fait que c'était un peu plus facile pour moi. J'étais un gars qui avait quand même 2 ans d'expérience comparativement à d'autres qui étaient plus jeunes, plus nouveaux dans la ligue. Là. Fait que, bon, ça a été vraiment une belle année. Puis ça a amené à un échange que ça a été un petit peu plus. Ça a fait un peu plus mal parce que là, j'étais bien là-bas quand même. Puis, mettons, tu sais, justement, tu étais un joueur de Ligue américaine quand tu étais à Ottawa, mais tu as fait partie de l'échange d'Eric Carlson. Est-ce que vous avez eu. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez eu une conversation, toi et Eric Carlson, ou pas du tout? On se connaissait pas bien. C'est sûr que je l'avais croisé plusieurs fois dans des camps d'entraînement et tout ça, mais c'est sûr que là, quand j'ai eu l'appel, il fallait que je retourne dans l'aréna, il fallait que je pack mes affaires, fait que là, on s'est croisés, puis on s'est jasé un petit peu, mais pas plus que ça. Là, il m'a pas invité dans son jet à San José. Mais à San José, à cette époque-là, Joe Thornton était là? Ouais, c'est moi quand je suis arrivé là-bas, c'était quand même dans leurs grosses années. Là, il y avait encore Patrick Marleau, Joe Thornton, Brent Burns, Pavelski, Logan Couture. Il y avait quand même un méchant club de hockey là-bas. Des grands leaders qui étaient là. Fait que ça a été quand même le fun de côtoyer ces gars-là qui ont. Joe Thornton, c'est un gars qui est hyper accueillant. C'est un des premiers qui est venu me serrer la main quand je suis arrivé. Là. Fait que c'est vraiment un gars qui peut importe où dans la hiérarchie de l'organisation. Il va prendre le temps de te saluer puis de s'informer de où tu viens, puis de vraiment s'assurer que tu es bien. Là. Fait que non, c'était vraiment l'accueil à San José, ça a vraiment été top. Là. Jeff? Puis t'es parti après ça vers Utica. Ouais. Fait que ça aussi, ça a été difficile à gérer. Ouais, ça a été rough parce que je trouvais que là, je m'étais fait un petit nid là-bas quand j'ai eu une belle saison, un match des étoiles, tout s'était bien passé. En playoff, ça a été moyen. Là, on était sortis rapidement en première ronde malgré une bonne saison. Là. On s'est fait avoir un peu parce qu'Anaheim, ils n'ont pas fait les séries. Fait qu'ils ont tous descendu leurs gros joueurs à San Diego. Puis c'était juste trop pour nous autres. Là. Je pense que c'était un 3-5 qu'on a perdu en 4. Là. Fait que ça a fini un peu plus sec que prévu. Mais c'est ça. Puis après ça, à la fin de la saison, on avait des discussions avec eux autres. Puis là, eux autres, il y avait beaucoup de contrats. Fait que c'était une situation un peu touchy. Il fallait qu'ils prennent des grosses décisions. Puis c'est ça. Je pense qu'avec le surplus de contrats qu'il y avait, c'est comme moi qui ai écopé un petit peu. Fait que je me suis ramassé à Vancouver. Puis éventuellement à Utica. Puis ça a été une année l'année qui m'a fait pousser à sacrer mon camp et aller en Europe. Là. Ça a été vraiment compliqué. La ville, j'ai trouvé ça hyper poche. OK. Une ville complètement amorphe, absolument rien à faire, une ville pas de vie. Ça a été vraiment, vraiment difficile mentalement. J'ai eu une grosse blessure cette année-là. J'ai reçu un bâton dans l'œil, j'ai failli perdre mon œil. Oh. Fait qu'il y a eu quand même une couple de petits événements. Puis après ça, c'est l'année COVID qui est arrivée. Fait que la saison, s'est pas finie cette année-là. Fait que c'est là que j'ai comme pris un pas de recul. J'ai pris un long break. Là. J'ai pas joué pendant, je pense, 9 mois. Là. Je suis juste retourné en Europe après ça, à Noël d'après. Mais c'est ça, là. C'est là qu'il a fait comme la goutte qui a fait déborder le vase. Là. Je pense que j'en avais assez là, de la Ligue américaine. Puis je commençais à perdre un peu la drive que j'avais. Là, fait que j'avais besoin d'aller vivre autre chose. Puis la différence entre la Ligue américaine et en Europe, au niveau salarial, là, je pense que c'est un peu différent. Hein? Ouais, ben l'approche est différente. T'sais, en Europe,
probablement, la plupart du temps, tu n'es pas vraiment imposé. Si tu en as, c'est vraiment minime. Fait que, le salaire que tu vas signer, c'est pratiquement net. Après ça, tu as toujours l'appartement, la voiture, tout te fournit. Fait que tu n'as vraiment pas de dépenses. Tu dépenses pour ta bouffe puis ton fun, ta titre. Fait que les salaires, quand tu signes, c'est un petit peu moins, mais quand tu fais tes calculs à la fin, c'est sûr que mon entry level, c'était peut-être un peu plus parce que là, j'avais la partie bonus qui était là. Ouais. Après ça, mon deuxième contrat, c'était seulement salaire. Puis après ça, en Europe, quand je suis arrivé là-bas, ça a été, pour moi, j'ai signé quand même, les 2 premières années en Suède, c'était pas pire. En Suède, c'était des contrats un petit peu plus tight parce qu'il y a beaucoup plus d'importés qui appellent. Fait qu'on avait beaucoup plus d'étrangers qui étaient là. Fait que l'argent était un petit peu plus dispersé dans les étrangers qui étaient là. Puis après ça, en Suisse puis en France, j'ai vraiment eu des très beaux salaires. Puis comme j'ai dit, t'as pratiquement pas de dépenses. Là, fait que veux pas, ça fait en bout de la ligne, tu reviens avec un petit peu plus d'argent de côté. Mais l'adaptation là-bas, là, en Europe, une nouvelle culture, tout est nouveau, il n'y a rien de pareil qu'ici en Amérique. Ça a-tu été tough, ça? T'as-tu une transition à faire que, Chris, que je fais ici? Pour vrai, pas tant. C'est ça, comme je disais, ma première année en Suède, que je suis arrivé, pratiquement la moitié de l'équipe, c'était des Canadiens ou des Américains. Fait que ça, veut pas, ça a facilité pas mal la transition. Dont première année, j'avais Kevin Poulin qui était mon goaler. Donc, j'avais un Québécois qui était. C'est ça s'est quand même assez bien fait. Je suis arrivé mid-season en plus, mais la transition s'est bien faite là-bas, justement, à cause qu'on était beaucoup d'étrangers, beaucoup de Canadiens et d'Américains. C'est sûr que là, le lifestyle, puis le changement d'heure, il y a une couple d'affaires qui, évidemment, c'est une adaptation, mais pour moi, ça a été super le fun. C'est quelque chose de nouveau, puis c'était un nouveau challenge. Je suis arrivé dans une organisation aussi qui compétitionnait pour un championnat chaque année. Là. On a fait mes 2 ans qui étaient là, on était en finale les 2 années. Fait que c'est ça a été moins pire que je pensais. C'est sûr que c'est quand même un gros changement, mais ça s'est super bien fait, la transition là-bas. Ouais, puis tu as fait 3 pays, je ne me trompe pas. Tu as fait la Suède, tu as fait la Suisse, puis après tu as été joué en France. C'est quand exact. même, tu t'es promené pas mal, mais tu as remporté un championnat en France. Comment ça se passe là-bas, le hockey? Es-tu omniprésent? C'est sûr que ce ne sera jamais comme au Québec, mais c'est un sport qui est en pleine croissance là-bas. Comment ça se passe là-bas? Moi, c'est sûr, je me suis ramassé à Rouen, qui est pas mal, je dirais, une des grandes villes de hockey en France. C'est une équipe qui, à chaque année, à chaque 2 ans, ils vont gagner un championnat pratiquement, 2-3 ans. C'est quand même une équipe qui est reconnue partout en France. Là, fait que, non, on avait vraiment un fanbase incroyable. L'aréna était pleine pratiquement tous les matchs. Fait que ça a été vraiment une saison vraiment le fun. Puis en France, je veux pas, comme en Suisse, j'avais pas la barrière du langage non plus. Ouais, c'est vrai. Fait que ça, c'est sûr que c'est toujours un plus, pour. C'est sûr que dans la chambre, le langage, je veux pas, tu te rejoins en anglais, fait que ça, c'est pas trop grave, mais plus la vie en dehors, quand tu peux te promener par les Français, c'est sûr que c'est un peu facile là, à vraiment mixer dans la ville puis rencontrer plus que juste les joueurs de l'équipe. Puis les gens des estrades là-bas, c'est aussi fou comme on voit à TV, là, les chants, tout ça. Là. Ouais, c'est un autre style. C'est sûr que c'est pas rien comparé à la foule des Canadiens des playoffs, là, on va s'entendre. Ça, c'est pas grand-chose qui accorde ça dans le monde du sport, là, mais c'est sûr, c'est différent. C'est des chants un peu comme le soccer en Europe. Là, ouais, c'est ça, le style. Là, c'est des chants à longueur de game, puis des tambours, puis des fois, ça part des flamèches dans les estrades. Là, fait que des fois, t'as peur que l'aréna saute. Là. C'est un petit peu particulier, mais c'est ça. C'est une fois que tu as comme compris le principe que tu vas te faire taper un tambour dans les oreilles de la game, tu apprends à l'apprécier, puis ça fait une belle ambiance pareil. Là. J'ai une question. Encore une fois, je vais faire un petit peu de backtracking, Francis. Tu as eu beaucoup de coéquipiers francophones, justement, au fil de ta carrière. Notamment, j'en ai nommé une couple, des Jérémy Lauzon, Thomas Chabot, peut-être sur une courte durée, Vincent Arsenault.
Jeffrey Ouais. Viel, y a-tu des gars là-dedans avec qui tu t'entendais plus ou moins? Comment ça se passait? Tu sais, c'est sûr d'avoir des francophones autour de toi, c'est le fun. Fait que, comment ça se passait avec ces gars-là? Ça a toujours super bien été. Tu sais, c'est sûr que quand tu te rejoins quelque part, qui n'est pas nécessairement, tu sais, tu veux pas hockey mineur, junior majeur, tu es habitué de côtoyer plein de Québécois. Fait que quand tu te rejoins une couple de Québécois ailleurs dans le monde, puis veux pas, tu as un lien qui est assez facile. Fait que tu deviens chum assez rapidement. J'ai été chanceux, j'ai vraiment côtoyé vraiment plein de bons Jack. À San Jose, ça aussi, ça a été un autre aspect pourquoi on a eu bien du fun. On était Jeff Viel, Thomas Grégoire, Jérémy Roy. Ah oui, c'est vrai. Puis, quatre boys, on habitait les quatre ensemble. On s'est loué une méchante belle maison. Ouais, fait que ça a vraiment. Tu sais, c'est le fun. Tu crées un band avec des gars que peut-être que tu jouais contre tout ton hockey mineur, hockey junior, puis tu te rejoins quelque part d'autre, puis tu crées des liens assez spéciaux. Là. Fait que, alors, regarde, c'est toujours un plus. Moi, je m'entendais bien avec tout le monde, évidemment, là, Canadiens, Européens, peu importe. Mais avoir un Québécois, c'est toujours un petit plus. Là. Il y a un Québécois qu'on n'a pas nommé à travers tout ça, c'est A.J. Greer, Ouais. avec qui tu as joué chez les Huskies de Rwanda. On a eu la chance de l'avoir avec nous chez les Huskies. Là. C'était quel genre de personne à cette époque-là, A.J. Greer? C'était-tu il était déjà mean, mais quel Ouais. genre de personne c'était? Là? Ben, AJ, ça a été un petit processus pour le convaincre à venir nous rejoindre parce que lui, il était dans l'NCAA, puis ça allait un petit peu moins bien. Là, je pense qu'il était à Boston College, si je me rappelle. Ça a été un peu plus rough, puis on a eu beaucoup de meetings, moi puis Gilles, puis on parlait d'AJ, puis pas moi, mais l'équipe contactait son agent, puis on a travaillé vraiment fort pour essayer de l'amener. Puis moi, AJ, j'avais un lien avec lui. On venait un peu du même coin. Là, lui, il venait il jouait des pionniers dans l'hockey mineur, là, dans le coin de Repentigny, tout ça. Puis moi, j'étais dans le coin de Rosemère, puis on se croisait beaucoup quand on était jeunes. Fait qu'on avait des amis en commun. Fait que j'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec lui, à essayer de le convaincre. Puis quand il est arrivé, ça a été vraiment un boost pour nous autres parce que c'est quand même un aspect qui nous manquait peut-être en playoff, d'avoir un gros bonhomme qui allait sparker devant le net en power play, puis un gars qui était capable de la mettre dedans aussi. AJ il était capable de se foirer des buts. Là. Il y avait vraiment une touche offensive intéressante. Puis pour lui aussi, je pense qu'il était rendu ou qu'il avait besoin de changer d'air. Fait qu'il est arrivé vraiment avec une belle énergie. Puis on l'a vraiment on l'a fait sentir à l'aise en arrivant. On savait que ça allait être quelqu'un qui allait être une pièce maîtresse pour nous autres dans les playoffs. Fait que, il a été vraiment bien accueilli. Puis c'était un gars qui était vraiment c'est un gars qui jouait avec énormément d'émotions. Puis ça rentre directement dans la Husky Game qu'on parlait tout à l'heure. Ça, il l'avait déjà en dedans de lui. Fait que ça a été vraiment facile pour lui. Puis de la façon qu'il jouait, regarde, c'est un gars que tu veux de ton bord. C'est sûr, dans ton équipe. Absolument. Puis ma prochaine question, c'est tu as pris ta retraite du hockey professionnel au terme de la saison 2024-2025. Malgré que tu avais du succès et tout, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision-là? Puis aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie? Puis est-ce que tu es revenu au Québec? Comment ça s'est déroulé pour toi? Ouais, je te dirais qu'avant de prendre la décision, ça faisait 1 an ou 2 que ça me trottait dans la tête. Je ne veux pas dire que la passion était disparue, mais tranquillement, ça diminuait la motivation un petit peu. Puis le fait d'être en Europe, le décalage horaire, on dirait que rester en contact avec la famille, avec les chums de la maison, c'était un peu plus compliqué. Mes parents vieillissent, sont rendus dans la soixantaine. Fait que ça faisait un petit bout que j'étais parti. Puis on dirait que j'étais comme rendu au point que si je continuais, j'allais s'arrêter pas mal plus pour l'argent que d'autres choses. Fait que ça a été une décision qui a été réfléchie. Moi, j'ai annoncé ça à mes coéquipiers avant les playoffs. Fait que tout le monde était au courant que c'était ma dernière ride. Puis c'est ça, c'était, comme j'ai dit, ça n'a pas été une décision qui s'est faite rapidement. Il y a eu beaucoup de discussions avec mes proches, avec ma famille, puis tout ça. Puis, tu veux pas, c'est un risque quand tu fais ça toute ta vie. C'est quand même une adaptation, c'est un changement brusque. On s'entend, c'est pas une là, fait que, non, j'avais un plan, puis j'avais une job qui m'attendait aussi au Québec.
Fait que la transition s'est faite quand même assez bien. Fait que c'est ça. Là, je suis revenu au Québec. J'avais une job d'être dans les solutions de paiement. Fait que je suis comme courtier en solutions de paiement. Fait que c'est une job un peu dans les chiffres, un peu dans la vente. Qui est comme, dans le fond, le père de mon meilleur chum, c'est sa business. Fait que ça, c'était comme, ça, c'était seté. Fait que j'avais un peu cette protection-là pour moi en me revenant, de ne pas me chercher de quoi faire, puis d'être perdu un peu là, dans mon futur. Puis, par contre, c'était une job qui était 100% commission. Fait que c'est quand même un processus de. Fait que ça a été rough un peu au début. J'ai mis beaucoup de temps là-dedans. Puis moi, mon frère, c'est un sommelier depuis un méchant bout. Puis il est sommelier dans un très grand restaurant à Montréal. Puis j'avais plus jeune, j'avais travaillé un peu en restauration. J'adore le vin. Fait que pour combler l'aspect monétaire, j'ai rentré au restaurant où mon frère travaille. J'ai travaillé là, ça fait presque un an que je suis là-bas. Fait que j'ai fait comme 2-3 mois là-bas. J'ai vraiment, vraiment trippé. Puis là, j'ai fait mon cours de sommellerie que je viens de finir. Fait que j'ai eu sharp. Nice. diplôme en sommellerie. Félicitations. Merci, ouais, c'est gentil. Fait que j'ai comme un peu tourné sur un dixième, juste parce que j'ai découvert une nouvelle passion en restauration. Puis, fait que c'est ça, en ce moment, je combine les deux. Je peux faire un peu de solution de paiement le jour, puis je travaille 3-4 soirs semaine en restauration. Ça s'appelle le Montréal Plaza, là, c'est un des top restaurants là, au Canada. Là. Fait que, non, c'est ça. J'ai découvert une nouvelle passion, puis je me suis fait une blonde 3 mois après être revenu aussi. On vient d'emménager. Tout s'est comme placé naturellement. Fait que ça fait en sorte que je m'ennuie pas trop du hockey malgré tout ça. Non, t'es occupé, hein? T'en manques pas dans ton assiette, là. Ben non, c'est ça. Puis, regarde, je veux pas, j'ai fait ça pendant 20 ans non-stop, là, même 25 ans non-stop. Fait que, on dirait que ça fait du bien là, de vivre autre chose et d'avoir une vie sociale un peu différente aussi. Ben, c'est bon que tu aies pu compléter justement cette page d'histoire-là de ton livre, tu sais. Mais si tu sentais que la passion n'était plus là ou peut-être un peu moins là, ben, c'est ça. Je pense que tu as pris la bonne décision d'accrocher tes patins à ce moment-là. Ben ouais, non, c'est ça. Puis là, tout ce qui arrive en ce moment, on dirait que ça confirme un peu que j'étais vraiment rendu là. C'est le fun. Ouais, puis souvent, tu sais, il y a les joueurs de hockey qui ont joué professionnel longtemps, comme toi, Frank. Par après, une fois la retraite prise, ça peut être difficile pour certains. C'est une claque dans la face. Puis là, tu as un processus de peut-être de consulter pour t'aider, puis tout ça. Puis je suis vraiment content de ton côté. C'était réfléchi, tu étais prêt, tu avais ton plan. Ça, c'est très, très cool là, pour la suite des choses. Ouais, non, t'es bien fin. Merci, Jeff. Hey, Kev. Le temps file, là. Ouais, le temps file, c'est ça qui arrive. Es-tu prêt pour les petites questions en rafale? Of course, mais je te laisse débuter. On va te poser 5-6 questions. C'est du genre des choix de réponse. C'est super facile, Frank. La première question, c'est un peu un clin d'œil à mon chum Kev, parce que les Montréalais ne sont pas capables de prononcer le mot comme il faut. Est-ce qu'on dit les Huskies ou les Huskies? Ouf. Ben là, c'est sûr, moi je dirais Huskies avec un S là, quand on dit les Huskies. C'est ça, ça vient de Montréal, ça, les Huskies. Nous, on dit les Huskies à Rouen, mais tu sais, l'accent habitivien, c'est ça. C'était ça l'affaire. C'était ça l'affaire, je te laisse poursuivre, Kev. Bon. Je suis désolé, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de piège ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'est un petit peu. Ça va peut-être être un peu déchirant. Right. Rouen ou Rouen? Ah, ben là, regarde, c'est Rouen. J'hésiterais pas tant que ça. Ah, super. Kucherov ou Meyer? Ben, regarde, pour ce qu'on a vécu ensemble, j'ai pas le choix de dire Meyer. Ça, c'est personnel. Là, on compare pas les deux joueurs qui sont en ce moment. Non, exactement. Moi, je te garoche ça, puis c'est toi qui t'appropries le sens de ta réponse ou de la question. Fait que c'est ça, c'est ça. Le plus grand leader que tu as côtoyé? Ouf. Ça va être un peu moins en rafale. Ouais, ouais. Tu peux en nommer 2-3 si tu veux, pas de problème. Ben, tu sais, j'ai parlé de Gab Desjardins en début d'entrevue. Moi, je pense que ça, c'est quand même quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup côté leadership. J'ai trouvé que c'était un vrai de vrai, vraiment. À part ça, j'ai eu aussi, tu sais, dans mon passage dans les clubs écoles d'Ottawa, j'ai eu Mike Blunden, qui a été mon capitaine les 2 ans.
Ça, c'est quelqu'un qu'on a vu avec les Canadiens qui a joué aussi. Là, avec les Canadiens, ça a été vraiment un grand leader pour moi. Vraiment un gars rassembleur, puis un gars qui se présente avec une attitude exceptionnelle à tous les jours à patinoire. Fait que je dirais que ces deux-là, c'est quand même des leaders qui m'ont marqué. Ton plus grand accomplissement? Ouais, là, regarde, ça, c'est sûr que ça va être ma saison finale avec Rouen. Je pense que l'année au complet, en tant qu'équipe, puis en tant que personnel aussi, mais en tant qu'équipe, tout ce qu'on a accompli cette année-là, il n'y a pas rien qui va à côté ça. J'en ai une petite dernière pour toi. Je ne sais pas si Jeff va en avoir d'autres après, mais pour moi, après, ça va être pas mal ça. Tu as joué avec beaucoup de gars qui sont reconnus comme tough aujourd'hui. Tu sais, j'ai nommé une couple de noms tantôt des joueurs qui t'ont joué, mais là, des joueurs plus tough, tu sais, comme Liam O'Brien, AJ Greer, même Nick Paul qui a un petit peu d'upside physique, Jeffrey Viel, Zach McEwen, Vincent Arsenault. C'est qui le gars le plus tough avec qui tu as joué dans ta carrière? C'est pas obligé d'être un des gars que j'ai nommés, là, mais je t'ai donné une bonne liste. Ben, c'est sûr, Liam c'est un tough, c'est un vrai de vrai, puis il l'a fait à tous les niveaux. J'ai pas choisi d'envoyer ses fleurs à Liam. Puis ça aussi, dans les leaderships, j'aurais pu le mentionner aussi, ça c'est un vrai de vrai Liam. Jack Nevins, ma première année, qui était là à Rouen, je sais pas si tu t'en rappelles. Ah oui, il était tough, hein, tabarnak. Lui, il était méchant. Lui, je l'ai aimé. Ouais. Lui, là, il y a des square-off bien ouverts. Là, lui, il n'avait pas peur de ça, puis il y allait. Ça, c'est quelqu'un que, même dans la chambre, avant un game, il me faisait peur dans mon équipe. Lui, là, tu voulais pas y marcher sur l'orteil dans la chambre parce que, Colin, t'aurais passé un quart d'heure. Fait que ça, c'est sûr que lui m'a marqué pas mal. Après ça, tu as parlé de Nick Paul. Je pense pas qu'il. C'est un gars qui peut jouer un peu physique, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui est tough. Jeff Viel, oui. Jeff Viel, c'est un vrai de vrai. Puis Arsenault aussi. Arsenault, c'est un gars qui y va, il se pose pas de questions. Puis ça, c'est un vrai de vrai aussi. C'est un gars qui va y aller pour ses teammates en tout temps. Là. Puis Zach McEwen, c'est un faux tough, mettons? Je sais pas s'il écoute le podcast, mais oui, c'est un faux tough. Je pense pas, Frank, on va être correct. Moi, j'en ai une petite dernière. Timo Meier, tu as vécu des beaux moments avec. As-tu encore une relation avec lui aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des échanges de textes, des choses comme ça? C'est rare. C'est sûr, mettons, par-ci par-là, un petit story Instagram qu'on va se répondre, prendre des petites nouvelles rapides, mais c'est pas quelqu'un avec qui que je communique très souvent. Mais tu sais, veux pas. Il a fait partie d'un groupe assez unique. Fait que tous ces gars-là, il va toujours garder un petit lien. On va s'envoyer une petite flèche par-ci par-là juste pour prendre des nouvelles. Là. Puis dans cette édition-là, ta dernière année avec qui tu as gagné une coupe, la Coupe du Président, finale de la Coupe Memorial, avec qui tu as un lien vraiment serré encore aujourd'hui? C'est sûr que c'est tough. On vieillit tous. On vient tous de des coins un peu différents. Alan Caron, c'est quelqu'un que j'ai gardé un lien hyper longtemps après qu'on ait fini les deux. Même quand j'étais en Europe, on se parlait beaucoup. Julien Nantel, c'est sûr, c'est un gars plus de mon coin aussi. Ça, c'est quelqu'un que je vais croiser quand même par-ci par-là. Antoine Waked, on se parle un peu moins. Mais c'est quand même quelqu'un qu'on garde contact, on prend souvent des nouvelles. J'ai rencontré sa petite famille là, pendant la cérémonie à Rouen. Récemment. Là. Fait que ces gars-là, c'est sûr que je prends encore des nouvelles, là, mais veut pas. C'est plus compliqué là, avec les familles. Les gars commencent à avoir des enfants. La vie va vite. Oui, exactement. Bon, j'ai fini. J'ai plus de questions. C'est terminé. On s'en va. On finit notre bière. Mais hey, Frank, pour vrai, c'est un honneur de t'avoir parce que moi, je le dis souvent à mes proches et tout ça. Dans ma vie, il y a 2 capitaines qui m'ont marqué. Francis Perron puis Charles-David Baudouin, qui d'ailleurs va venir prochainement au show. Fait que je veux te féliciter pour ton passage à Rouen parce que tu étais un capitaine exemplaire. J'ai juste eu des bons commentaires à ton égard pour de vrai. Là. Puis on s'est échangé quelques textos à l'époque que tu étais capitaine, puis je te donnais du gaz, tu m'en donnais. Puis merci pour ça, merci pour tes années, puis merci d'être venu ici au meneur. Oui, merci de ta générosité. Merci, Francis. Merci les boys, c'était vraiment le fun. Oui, vraiment. Tu as vraiment été généreux. Puis, tu sais, je ne fais pas ça à chaque entrevue, mais on peut dire c'était certifié meneur. Certifié.
Yes, sir, je suis d'accord avec toi. Merci, Frank. Merci, Attention à toi. Francis. Merci les boys, ciao. Salut. Hey, le Kev, commence par allumer ton micro, là, qu'on puisse jaser, là, parce que moi, je suis pas capable d'aller rallumer le volume de ton microphone. Je suis back. 2 semaines Poutine. On est back. Hey, sérieux, quelle entrevue. Pour vrai, j'ai tellement eu de fun. C'est dans mes favorites à date. Sérieusement, là, c'était solide. Ouais, c'était vraiment bon. Je l'ai réécouté tout le long. Écoute, je pensais aller déjeuner pendant l'entrevue. Finalement, je l'ai tout écouté, puis on s'est envoyé des échanges pendant l'entrevue parce qu'on a retenu plusieurs choses. Mais encore une fois, merci Francis. Ça a été extraordinaire de t'avoir avec nous autres. Ouais, vraiment. Là, Kev, Hein? Oui, voici. on va closer le show. Ouais. Puis mettons le cousin français, le Tex. Alexandre Texier. Sais-tu quoi, Kev? Là, tu vas me dire non parce que tu sais pas ce que je vais dire. Là, mais je sais pas. il est passé d'un joueur rejeté à un joueur grandement apprécié chez le Canadien de Montréal. Oui, effectivement. Pour vrai, là, j'aime tout ce qu'il apporte au club, ce joueur-là. Il peut s'imposer autant sur la 1, sur la 2, sur la 3. Il peut jouer n'importe où dans le top 9. J'aime son contrôle de la rondelle. C'est un compétiteur hors pair. Il va le long des boards. Il gagne des batailles. Il peut jouer, je le répète, là, il peut jouer partout. C'est un joueur que tu peux mettre partout. Puis tabarnak, il va avoir du succès. Puis j'aime ça, voir ça, parce que ça démontre le caractère d'Alexandre Texier. Parce que lui est arrivé à Montréal, on ne voulait plus de lui. À Montréal, on veut de lui, on lui offre un contrat, il s'impose. Il y a un public francophone derrière lui. Ouais. Puis, ce que j'aime aussi, tu vas peut-être rire de moi, mais les pubs avec David Savard, là. J'ai la boue dans le coin! J'ai dit, en tabarnak, pour vrai, là, c'est vraiment sharp la façon qu'il s'impose au Québec, le petit cousin français. Puis, tu sais, c'est un vrai joueur d'équipe. Oui. Il chiale jamais. Il va jouer où on a besoin de lui. Il va se donner à fond. Tu sais, ça en est un chez le Canadien Montréal qu'à chaque présence, il donne son maximum. C'est dans le tapis. On le voit avec Newhook. On le voit avec Hudson, évidemment, qui est comme l'exemple parfait de se donner à chaque chiffre. Mais je voulais souligner Alex Texier là, avec le Canadien Montréal. Là. Quelle acquisition de Kent Hughes. Oui, son langage corporel est excellent en plus parce qu'il l'a dit quand il est arrivé à Montréal, le fait que l'environnement parle sa langue, ça a un effet, tu sais, ça a un effet comme domino, je dirais, dans sa façon d'interagir dans son nouvel environnement et tout ça. Fait que, tu veux pas, les gens oublient souvent cette notion-là des Européens. Eux autres, ils changent carrément d'environnement, ils changent de continent, tu sais. Fait que, mettons un Français qui s'en va jouer aux États-Unis, où que, justement, ça parle juste anglais, quasiment pas de francophone, surtout, mettons, il a joué avec les Blues de Saint-Louis, où il n'y en avait pas, ou presque pas. Il a joué avec Bolduc, puis évidemment, l'année passée. Il y en avait à Columbus dans le temps, il a joué avec David Savard et tout ça, mais c'est important quand même. La barrière de la langue est là, un peu comme les Russes quand ils débarquent en Amérique du Nord, qui ne parlent pas en anglais. Il y a tout le temps une adaptation. Puis des fois, ça peut prendre du temps, mais là, je sens qu'Alexandre Texier est vraiment comme un poisson dans l'eau. J'aime beaucoup ton segment, Jeff, parce que c'est un gars qu'on apprécie et qu'on va apprécier encore pour les 2 prochaines années avec son nouveau contrat. Et voilà. Puis mettons, Kent Hughes, lui. Je vais te garocher une coupe d'affaires, OK? Moi, je vais appeler au vol! Au vol, mon cher. Puis je dis ça pourquoi? Parce que les 3 finalistes au directeur général de l'année dans la Ligue nationale ont été sortis et Kent Hughes n'en fait pas partie. Puis là, c'est pas mon cœur de partisan qui parle, c'est l'analyste, OK? J'ai refait une liste de choses que Kent Hughes a faites dans la dernière année, puis je suis comme, si ça ne mérite pas de faire partie du top 3 des finalistes au DG de l'année, qu'est-ce que ça prend de plus? Il a signé Lane Hutson à long terme à un contrat exceptionnel. Il a convaincu Mike Matheson de signer à rabais, OK, notre défenseur numéro 1. Pour moi, Mike Matheson, c'est encore notre défenseur numéro 1. Il a été chercher Zachary Bolduc. Il n'a pas connu une première saison exceptionnelle, mais en séries éliminatoires, il a su tirer son épingle du jeu. Sais-tu pourquoi? Vas-y.
il a découvert qui il était comme joueur de hockey. Oui. Puis ça, c'est en grande partie grâce à Martin Saint-Louis. Je te laisse poursuivre. Oui. Il a été chercher Noah Dobson. C'est arrivé Il a été chercher Noah Dobson. Il l'a signé à long terme. Je comprends que c'est arrivé en juin. Techniquement, c'est arrivé avant le début du calendrier 2025-2026 de la Ligue nationale. Mais les faits sont là. Noah Dobson, il a un impact immédiat sur l'organisation. Il a été chercher Philippe Danault. Les gens, quand on a été chercher Danault, ils disent « il est fini, on n'en veut pas, il ne marque plus de but. » Et au final, on est-tu content que Danault soit revenu? Il est venu stabiliser la ligne de centre du Canadien pour seulement un choix de deuxième ronde. Il fait la même job qu'il y avait en 2021. Là. Exactement. Quand les autres joueurs, les joueurs adverses sur sa glace avec lui, sont menottés, là, Danault fait un job incroyable. J'ajoute à tout ça, ce beau package-là, le fait que le Canadien a monté Jacob Fowler dans la Ligue nationale à un moment opportun. Puis ils ne l'ont pas rushé. Là. Ils ont vu qu'il était performant. Ils l'ont emmené pour un recall. Après ça, ils l'ont retourné dans la Ligue américaine. Ils l'ont rappelé pour le dernier stretch de la saison. Ça a été un élément important de la saison aussi, là, parce qu'il a remporté des matchs importants pendant que Samuel Montembeault n'était pas capable de le faire. Ce n'est pas une transaction, ce n'est pas une signature, mais ça compte parmi les grandes décisions de la saison 2025-2026. Puis j'ajoute à ça la signature d'Alexandre Texier, parce que lui aussi il est arrivé à un moment où on s'allait un petit peu moins bien, puis lui, il marquait des gros buts à des moments vraiment importants. Fait que non, vraiment, Kent Hughes aurait mérité sa place dans ce top 3-là, sans rien enlever aux trois autres qui sont là. Pour moi, ça aurait été un no-brainer qu'il soit là, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Ouais, ça, je pense que c'est un vol. Encore une fois, c'est mon opinion personnelle. Kent Hughes aurait dû être là. Puis je veux faire un petit ricochet vers Philippe Danault, là. Oui. Moi, je passe mon temps à le dire à ma blonde. Il est-tu bon, Phil Danault? Ça n'a pas de sens. Les petits détails dans sa game sont tous là. C'est un joueur de hockey, comme on dit. C'est un joueur de hockey. Oui. C'est pas un gars qui joue au hockey, c'est un joueur de hockey. Exactement. Kev, ça fait 1h21, incluant l'entrevue qu'on est là. Ça a été vite, un gros show. Ouais. On a eu du fun en esti. Puis là, c'est le moment de rentrer dans le Money Time, c'est-à-dire annoncer notre futur invité. Hein? Oui. Un autre ancien des Huskies de Rouyn-Noranda, Alex Bocage. Je l'avais reçu à un de mes shows qui s'appelait Dans le salon du Grinder. À cette époque-là, j'avais un studio d'enregistrement, j'avais des bureaux à Rouyn-Noranda avec Passion MLB et tout ça. Puis je l'avais invité dans mon salon. On avait jasé. Un chic type, une personne incroyable, un beau parcours, un excellent marqueur de but. Il a fait partie de l'organisation des Canadiens de Montréal également. C'est un autre gars que j'ai hâte de recevoir, Kev, au meneur. Ben oui, puis surtout, il a un beau parcours, puis en plus, je pense qu'il joue encore, il joue en Europe actuellement, fait que ça va être intéressant de le recevoir. Il a joué justement dans l'organisation des Canadiens de Montréal avec les Lions de Trois-Rivières, il a remporté le championnat. Je sens que ça va être une autre entrevue très intéressante. J'ai hâte d'y jaser, Jeff. Ouais, moi aussi, mon Kev. Puis avant de quitter, je veux remercier encore la Gabière pour la marchandise, la casquette, le T-shirt et la bière également, parce qu'on a reçu 48 bières chaque, sans alcool, il faut le préciser. Brasseur incroyable. Merci la Gabière. Merci Francis Perron, mon capitaine. Je t'adore. Merci à toi, mon frère. Un autre gros show, l'épisode 4, saison 2. Oui, puis n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et sur les plateformes audio, Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music. On est vraiment contents de l'association du podcast. Ça nous fait plaisir de vous lire aussi sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de plaisir, on est passionnés puis on fonce dans le tas, comme on dit. Donc, merci mon frère, bon show et à la semaine prochaine. Bisous tout le monde.